Bah écoutez, je suis content de vous retrouver. Je voudrais profiter de l'occasion de reparler de l'or, revenir sur ce qui nous a permis de mettre en avant cette classe d'actifs il y a un peu plus d'un an et même un peu plus longtemps que ça, on va le voir ensemble. Donc de reparler, on n'en a pas parlé si souvent, de parler de notre méthodologie. Avant ça, petit retour en arrière. Pour ceux qui auraient raté les épisodes précédents, on a fait un petit montage des différentes interventions. Bonjour Régis Jancovici. Bonjour Nicolas. Vous êtes convaincu qu'il faut mettre plus d'or dans nos portefeuilles, Régis? On a l'habitude de se mouiller chez Luxavie. Bien sûr, ouais. Et c'est vrai que là, en ce moment, on a envie de se mouiller pour l'or. Donc il n'y a plus personne qui s'intéresse à l'or. Alors ça commence à revenir. Je vais résumer tout ce qu'on s'est dit, Régis. Enfin, tout ce que vous nous avez dit. Donc vous avez une conviction très forte. Vous pensez qu'à 12 mois, on va avoir des gains significatifs sur l'or, voire une appréciation sensible, puisque vous dites que dans les portefeuilles que vous gérez, vous mettez jusqu'à 15% d'or, alors que traditionnellement, on en met 4-5%. Donc ça dénote bien votre conviction. C'est parfaitement résumé. Je rajouterai juste un élément qui est vraiment, qui nous semble très important, c'est l'absence totale des investisseurs traditionnels, institutionnels, sociétés de gestion, sur l'or. Que ça, généralement, ça conduit à des accélérations haussières très fortes dès lors que les investisseurs retournent leur veste et se disent finalement il faut y aller. Donc la sous-exposition est un facteur potentiel de plus d'appréciation du métal jaune. Bonjour Nicolas, un plaisir partagé. Vous êtes fondateur et dirigeant de luxavie.fr. On se voit un an à peu près après une émission qu'on avait consacrée au cours de l'or et où vous nous disiez que vous étiez particulièrement positif sur le sujet. Un an après, on est à plus 50% à peu près. Il y a un chiffre, alors on se souvient bien des 3000, c'est assez marquant. Ouais, il y a un chiffre que nos téléspectateurs peuvent entendre, c'est que depuis le début du siècle, c'est le placement le plus performant. D'accord. C'est mieux que le Nasdaq, c'est mieux que le S&P 500 et ça revient à une performance annualisée à peu près, je vous fais l'arrondi, de 10%. 9,80 en vérité. D'accord. 10% annualisé depuis le 2000. On retrouve depuis le début de l'année des moteurs plus classiques, et c'est à mon avis ce qui me fait dire qu'on est dans la phase 2 de la hausse de l'or. Il y a deux choses, il y a la stratégie et il y a la mise en œuvre de la stratégie. Des gens qui veulent prendre leurs bénéfices sur l'or aujourd'hui, je ne vais pas leur dire non. Pourquoi pas? Ils ont gagné 50% en un an, vous le rappeliez, c'est une saine gestion. Maintenant, structurellement, est-ce qu'il faut sortir l'or d'un portefeuille? Certainement pas. Est-ce qu'il faut en acheter pour ceux qui n'en ont pas? La réponse était oui. Ça, on a coupé 2 secondes trop tôt au montage. Donc finalement, voilà. Je voudrais donc commencer par revenir sur la méthodologie qui a permis de détecter l'or comme un placement très porteur pour les mois à venir. Il y a donc plus d'un an, parce qu'en fait, on met en œuvre une stratégie qui est circulaire. C'est pas une stratégie qui est séquentielle où on irait filtre après filtre réduire le champ des actifs. C'est une stratégie circulaire qui débute par un des trois rouages que vous voyez là, qui est le contexte macroéconomique. On attache une importance particulière au cycle monétaire. Ensuite, l'analyse des moteurs, la compréhension des corrélations, et c'est là qu'on utilise nos indicateurs exogènes pour comprendre les corrélations entre la classe d'actifs et d'autres classes d'actifs ou d'autres éléments exogènes. Et la psychologie des investisseurs, alors c'est assez large en fait. Mesurer la psychologie des investisseurs, c'est pas, il n'y a pas un ticker Bloomberg pour donner la psychologie, mais évidemment on regarde les ratios Boulbert, on regarde également la présence, les flux sur les fonds. On va en parler pour l'or. On regarde également si les investisseurs par le passé se sont déjà brûlés les ailes, auquel cas leur retour est en général ralenti sur la classe d'actifs. Et donc, avec tout ça, on recherche globalement le hiatus entre notre analyse de la classe d'actifs et le consensus. Donc, on a une approche généralement, pas systématiquement, généralement contrariante, que l'on met en œuvre dans nos plus de 20 stratégies qui sont disponibles, je ne reviens pas, compte titre, fonds d'assurance spécialisés au sein de l'assurance vie
luxembourgeoise. Donc voilà, donc c'est vraiment ce triptyque qui est très important et qui s'applique à toutes les classes d'actifs et qui nous ont permis de dire au cours des années passées, de se positionner sur l'or. On fait, vous le savez bien, je pense, en moyenne deux webinaires par an sur l'or. Et voilà ce que nous avons dit depuis 2021. On a vraiment fait preuve de peu de nuances quant à la perspective de la hausse de l'or. Mais finalement, là vous voyez le premier commentaire date de 2021. Alors c'est vrai qu'on publie, on fait des webinaires plus régulièrement depuis 2021, mais notre intérêt sur l'or, il est encore un petit peu antérieur à ça. Il est par ici et c'est pour ça que j'ai commencé la courbe ici. Et qu'est-ce qui a attiré notre attention sur l'or? C'est plusieurs choses. Donc on est entré, je reviens en arrière, on est entré sur la classe d'actifs par ce rouage-là. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018? Il s'est passé quelque chose d'historique. C'est que les hedge funds étaient short or, ce qui s'était jamais passé. Et ça, forcément, ça a attiré notre attention dans une approche contrariante. Et vous voyez, ça ne s'est pas repassé aussi longtemps qu'on puisse avoir les données. Il y a autre chose qui s'est passé à l'été, l'automne 2018, c'est que des fonds spécialisés modifiaient leur stratégie. Vous avez le Vanguard Precious Metal and Mining qui s'est rebaptisé pour faire autre chose que de l'or. Vous avez eu un projet de fermeture de l'ETF orifère de l'Ixor. Projet qui n'a pas été jusqu'à son terme parce qu'on a eu un retournement de marché justement au Q4 2018 qui fait qu'ils ont changé d'avis. Vous avez eu, plus personne ne voulait de l'or et c'est là qu'on a été amené à vraiment creuser. Forcément, pour l'or, c'est logique, pour connaître les raisons de ce désamour, sachant que la différence entre eux et nous, c'est que eux, c'est important d'avoir des flux de capitaux et d'être sur des thématiques attractives à court terme, et que nous, nos investisseurs, sont des investisseurs de long terme. Et donc, forcément, on exploite. Je parlais d'un hiatus, c'est exactement ça, entre un consensus de marché, un comportement de marché et nos investissements, en tout cas les investissements pour nos clients à moyen et long terme. Le contexte macroéconomique, donc le rouage du bas, c'était que, je vous la fais courte, je ne vais pas vous refaire les webinaires, c'était qu'à la fin d'un cycle de hausse des taux, l'or progresse. Donc, on était en 2018, ici, mi-2018, on est à la fin du cycle de hausse des taux, et on a dit ici qu'il fallait acheter de l'or. Donc le timing était juste excellent. Alors par rapport au cycle, on était un petit peu en avance, mais sur l'or, c'était parfait. Parce que l'étude historique montrait que, voilà, début 2007, ici, ça valait le coup d'acheter de l'or. Ici, 2000, c'était bon d'acheter de l'or. Voilà. Et encore aujourd'hui, quand on l'a annoncé il y a un an, on estimait qu'on devait entrer dans un cycle de baisse des taux. Ça a été le cas. D'ailleurs, je le trouve, on le comprend, plus lent que ce qui était anticipé, mais il est, à mon sens, pas remis en cause, qu'il fallait acheter de l'or ici. Voilà. Alors, il y a un an, c'était très excitant d'aller contre le marché, ou en 2018, c'était très excitant d'aller contre le marché et de dire il faut acheter de l'or. Aujourd'hui, on a l'impression de parler avec le consensus qui va absolument dans le même sens. Est-ce que c'est une raison pour changer d'avis? C'est ce qu'on va voir. En tout cas, pour moi, c'est pas suffisant. C'est peut-être une condition nécessaire pour changer d'avis, mais c'est pas suffisant du tout. Alors, c'est un investissement qui est éminemment reconnu. Je vous ai mis des copies essentiellement du Financial Times, du Wall Street Journal et de The Economist. Si on fait une petite recherche sur Google Trend,
je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Google Trends, mais qui fait des stats sur les recherches dans le monde, dans le monde entier. Là, en l'occurrence, c'est dans le monde entier. Et on voit, et il rebase à 100. C'est-à-dire que le maximum de recherche est basé à 100, et puis après, il vient tout ce qui est en dessous, il vient le diviser. Mais il est en base maximale 100. Et on voit aujourd'hui, on est juste au maximum. Comme on l'a été il y a quelques semaines. Et on voit que la tendance a un intérêt marqué sur l'or. Donc, on ne peut pas dire que ce soit que l'or est une découverte aujourd'hui pour les investisseurs. Bon, ça c'est dit, ça c'est clair. Le comportement récent est, je trouve, assez intéressant. D'abord, pour signaler, il y a des excès, évidents. Quand on regarde la performance sur une semaine, on a atteint, donc sur la base des cours d'hier, avant-hier, le pic là, on est à 8% sur une semaine. Alors, quand on regarde bien ce graphique vert, on voit que 8% sur une semaine, on l'atteint assez rarement. Les excès sont évidents à court terme. Une autre façon de lire les excès, c'est de voir que chaque pic, fût-il temporaire, de l'or est accompagné d'un pic sur la volatilité implicite de l'or. Et ce pic, alors, lors du dernier webinaire, on ne l'avait pas, c'était octobre ou novembre de l'année dernière, on était là. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait continuer à accumuler de l'or. Mais cette fois-ci, on l'a. Et ça aussi, ça invite à une prudence à court terme, ça invite à la prise de bénéfices. Je vais pas vous dire qu'il faut absolument accumuler de l'or dans les cours actuels. Au contraire, il serait raisonnable d'attendre pour acheter, voire prendre des bénéfices. Parce que ce qui se passe en plus, et c'est encore récent, ça date en fait de la guerre commerciale de Trump. C'est que autant l'or a une excellente performance au cours des 18-24 derniers mois, autant la performance récente se fait dans un contexte où les autres classes d'actifs, j'aurais pu mettre le pétrole, j'aurais pu rajouter même les obligations, c'est le dernier refuge des investisseurs. Et on voit donc cette performance qui est absolument assez rare, cette déconnexion. Donc là, on est depuis 2023. Si on regarde un peu plus long que ça, on s'aperçoit que on est au quart du siècle et que depuis le début du siècle, ça donne un coup de vieux de parler comme ça, c'est fou. Depuis le début du siècle, l'or est le placement le plus rémunérateur qui ait été donné de voir. J'aurais pu mettre le Nasdaq, c'est bien mieux que le Nasdaq. C'est assez impressionnant. Donc on est autour de 1100%. Ça fait à peu près 10,5% annualisé. D'accord, c'est tout à fait remarquable. Alors, ce graphique est un peu... Il faut faire attention quand on lit ce genre de graphique. Parce que ça ne veut pas dire que, quelle que soit la période d'investissement, on a fait mieux que le S&P 500. Ça veut juste dire que si on a investi en 2000, sur une période donc très longue, on a fait mieux que le S&P 500. Mais, comme... j'essaye d'apporter de la réflexion et de la nuance. Je vous ai mis la performance relative de l'or et du S&P 500. Et la performance relative, ça veut dire que donc, si vous investissez ici en 2000, vous êtes là, c'est-à-dire que vous êtes plus haut qu'au départ, donc l'or a fait mieux que le S&P 500. Donc là, on raconte la même chose que le graphique précédent. Mais ça veut dire que dès lors que vous investissez au-dessus du pointillé jaune, qui est le dernier cours de ce ratio, vous faites moins bien. C'est-à-dire que vous investissez sur l'once d'or dans toute cette période-là, qui en fait correspond à acheter du S&P 500 pendant que ça baisse durant la crise. Si vous investissez durant cette période-là, vous faites mieux sur le S&P 500 que sur l'or.
je prends un peu de recul. Là, on est depuis 2000. Si on prend ce ratio sur très longtemps, on a quasiment 75 ans, je voudrais le faire parler un peu différemment. Je voudrais dire, même si on sait bien, je ne vais pas le répéter, c'est difficile de valoriser l'or, qu'il n'y a pas forcément de raison très fondamentale de comparer un placement aurifère avec un S&P 500. Surtout que cette fois-ci, pardon, j'ai pris le S&P 500 sans les dividendes, mais c'est pas grave. Le message que je veux faire passer avec ce graphique est le même. C'est que on a des phases de surperformance extrêmement fortes pendant de nombreuses années, et qu'aujourd'hui, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Si, on voit un décollage fort, très récent. Je vous dis quelques mois. Mais c'est très récent. Donc, j'ai parlé d'excès à court terme, d'excès à long terme. En tout cas, d'un point de vue relatif, il n'y en a pas. D'accord ? Il n'y en a pas. Et même d'un point de vue absolu, je vous ai mis en 75 ans avec des petits commentaires sur les moments clés de l'or. Il n'y en a pas non plus, parce qu'on voit depuis 75 ans 3 grandes phases de hausse de l'or. À chaque fois, enfin pas à chaque fois, on est entre 400 et 500%, ou 400 et 570%. Et aujourd'hui, si on positionne le départ de la hausse en 2018, on est à 180. Finalement, c'est pas beaucoup. Et on pourrait tout à fait discuter, est-ce que la hausse, il ne faut pas la faire partir ici en 2023, auquel cas on est beaucoup moins que ça, on n'est même pas à 100%. Alors, qu'est-ce qui pourrait encore pousser l'or plus haut ? Eh bien, on revient sur le même sujet que sont les achats des banques centrales. Je vous ai mis, pour ne pas mettre toutes les banques centrales, l'Inde et la Chine. Vous avez l'Inde ici, qui achète régulièrement et qui n'est qu'à 11% à peu près. Peut-être 12 aujourd'hui, parce que les chiffres datent de fin 2023. La Chine, voilà, même sujet. Alors, on pourrait dire, ok, ça on sait, les pays émergents achètent de l'or. Je pense que c'est une tendance qui n'a aucune vocation à s'arrêter. En tout cas, je n'en vois pas les raisons. Mais au niveau mondial, finalement, les banques, qu'est-ce qu'elles font de manière agrégée ? Et donc, j'ai trouvé ce graphique dans The Economist que je vous partage, qui est donc le poids d'or par rapport aux réserves globales au niveau mondial. Alors là aussi, les chiffres sont un peu anciens, c'est 2023, mais à tout casser, on est ici dans le meilleur ou le pire des cas, ça dépend comment vous voyez les choses. Que les banques centrales, ça ne change pas d'avis chaque année. Hein. C'est un paquebot. Et on voit que ce paquebot a été vendeur d'or pendant 30 ans ici. Hein. Voilà. Et que finalement, on aborde un nouveau cycle d'achat qui pourrait nous porter encore pendant 10 ans, 15 ans minimum. Donc ces acheteurs, ils sont là. Mais ceux qui font bouger les cours à court terme, on va dire au moins le mois, disons, ce sont les acheteurs financiers. Ce ne sont pas les banques centrales ni la joaillerie. Et les acteurs financiers ont enfin découvert le placement aurifère, parce que lorsqu'on regarde les flux sur l'ensemble des fonds et des ETF, ça, ce sont des données mensuelles. On s'aperçoit que voilà, on a les chiffres à fin mars, donc en février et mars, enfin, ça y est, ils se sont réveillés, ils sont devenus lourdement acheteurs. Mais c'est très récent. Vous voyez que les flux ont été négatifs chaque mois, quasiment, depuis longtemps. Alors, à part ici, ça c'est l'effet Covid, hein. Mais globalement, c'est le désert. Donc, le retour en grâce de l'or, même avec une hausse de 60% depuis un an, le retour en grâce de l'or est très récent. On peut voir le même type d'information
sur les flux, uniquement sur le plus gros ETF aurifère, donc je parle de l'once. Et là, avec des données hebdomadaires, on voit globalement, bon, l'attrait, il date de fin février. Là encore, la guerre commerciale. Vous m'avez posé des questions sur les mines. Eh bien, ça tombe bien parce que j'ai prévu quelques slides sur les mines. Pour montrer d'abord qu'également, à court terme, on a un excès extrêmement fort puisque les variations, alors là, j'ai pris, c'est sur 6 jours, c'était pour rendre le graphique plus marquant, on est à 25% de hausse en 6 jours. Là encore, c'est des chiffres qui sont rarement, qu'on rencontre assez rarement, sauf ici, un petit peu ici, mais là encore, c'est après des phases de baisse. Et là, on n'a pas de phase de baisse. Donc, on a vraiment une accélération. Mais en revanche, le positionnement des investisseurs sur les mines, c'est le désert. C'est pas une mine, c'est du sable du désert. Il y a que des rachats, des sorties depuis le début de l'année. Les investisseurs, je vous disais, la psychologie des investisseurs. Les investisseurs ont été tellement échaudés par le placement minier qu'ils ne veulent pas y aller. Et ils y viendront, c'est une certitude. Alors, les mines d'or sont coutumiers des fortes baisses. Vous avez ici, à la fin des années 90, une baisse de 83%. Bon, après, je parlerai de la hausse après. Ici, 82%, à croire que 80% est le tarif pour la baisse des mines. Ici, 50, ici, 50. Donc ça a nature à calmer les ardeurs des investisseurs. Alors, on a quand même une hausse de 1600% ici. Donc, c'est un secteur éminemment volatile. On est dans un trend haussier avec une accélération récente, mais personne veut y aller. Et je pense qu'il faut y aller. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut y aller. Alors que je vous dis qu'on a une tendance haussière sur l'or et non reflétée dans les mines. Donc voilà, vous voyez la performance relative des mines par rapport à l'or. Il faut vraiment prendre le microscope pour voir la surperformance très récente. Sinon, ça ne paraît être que de la sous-performance. En réalité, ce n'est pas tout à fait le cas. Quand on prend les grandes phases de hausse de l'or, on a de la surperformance sur les mines. Je vous ai mis sur les flèches. Sauf que, lorsque l'or ne fait pas grand-chose ou baisse, est stable, on a une sous-performance majeure, violente, des mines. Et donc, cette tendance que je crois durable, je ne dis pas sur les effets court terme, mais sur durable, on doit voir revenir le ratio mine-once sur des niveaux plus élevés, qui justifieraient une hausse des mines vraiment plus importante que ça. En plus, il y a des bons signes sur les mines. Ils ont arrêté de faire des grosses acquisitions. Ils sont devenus peut-être un peu plus humbles. Et on voit que les acquisitions récentes se font avec des surcotes. D'abord, donc, c'est des petites acquisitions, mais qui sont prêts à payer des primes importantes, qui me laissent dire que, comme les tailles sont petites, mais avec des primes importantes, que les valeurs sont sous-cotées. Vous voyez les primes ici. 14% de dernier cours, mais 27% par rapport à la VWAP, c'est le cours moyen. Donc ça, c'est extrêmement bon signe. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que nous, dans nos portefeuilles, on privilégie plutôt les mines juniors que les majors. Les mines ont été désertées parce que elles ont détruit beaucoup de valeurs, parce qu'elles ont vu leurs marges s'envoler, sauf qu'aujourd'hui, on voit les marges. Je n'ai pas trouvé des chiffres plus récents que, alors on ne le voit pas ici, que Q3 24. Alors, vous voyez, ça c'est le break-even des mines. On le voit évidemment progresser, c'est logique, parce qu'en plus, on a été dans une période
d'inflation salariale, d'inflation des matières premières et en particulier du pétrole. Et on peut penser que ces effets-là sont derrière nous. Vous avez vu le pétrole récemment. Je pense que le marché de l'emploi dans les prochains mois aux États-Unis va se dégrader, qu'il y aura la pression sur les salaires va vraiment s'affaiblir. Et donc, on aura en même temps un effet, non pas de ciseau, mais un effet de levier formidable sur les marges des sociétés minières, avec un cours très, très solide, et très, très haut, et des coûts, et des coûts qui arrêtent de progresser aussi rapidement. Voilà finalement les deux conclusions que je voulais vous faire sur l'or, sur les mines, pardon, d'abord. Donc, moins de pression sur les marges. J'en ai pas parlé, mais c'est hyper important. Le désintérêt sur les mines, c'est l'engouement passé sur les fonds ESG. C'est l'engouement, pour l'instant, il n'est plus là, hein, sur l'intelligence artificielle. Et en plus, c'est pas présent dans les portefeuilles. Donc je trouve que les mines, alors je pense que d'abord, c'est pas fromage ou dessert. Moi, je pense qu'il faut prendre fromage et dessert, et que si sur une base 100, vous devez allouer à l'or, cette base 100, chez nous, pour un portefeuille équilibré, c'est autour de 15-17%. C'est pas mal d'avoir les deux. Hein. Après, vous mettez la proportion que vous voulez en fonction du timing. Mais aujourd'hui, je veux mettre l'accent de manière claire sur les mines par rapport à l'once. Et sur l'or, évidemment, des excès à court terme, mais la thématique d'investissement est intacte, vraiment intacte. Et je maintiens, donc, je vous avais dit 6 000 en 2029, je rapproche d'un an et je dis 6 000 en 2028. Voilà, chers amis, merci infiniment. Ciao, ciao, bon week-end. À très bientôt pour le prochain webinaire.